Donc, on démarre donc ce quatrième webinaire dans le cadre du réseau Périnatalité Occitanie en France. Un sujet qui, donc, cette fois-ci, intéresse apparemment beaucoup de monde par rapport au dépistage et prise en soins précoce du bébé et de sa famille. Ce qu'on fait en France, mais surtout ce qui nous intéressait là, c'est ce partage autour de cette prise en charge ailleurs. Donc, un grand merci aux participants. Vous allez voir on est très entouré aujourd'hui et on va, pour pas trop perdre de temps, donc faire défiler ce webinaire. Voilà, on débute assez vite. On vous remercie aussi à tous ceux qui nous regardent, puisque au dernier webinaire, vous étiez un peu plus de 150. Là, vous êtes attendu à 230 et au dernier webinaire, vous étiez plus de 500 à l'avoir revu en replay. Donc, on va vous dire un petit peu comment ça se passe. C'est relativement simple. Ça concerne donc les gens qui ont satisfait au début du bébé vulnérable, les référents RTO, les référents COCON. Et le prochain webinaire sera le 28 mars avec les mêmes horaires. Ce sera le sommeil et le bébé vulnérable. Donc, vous connaissez bien la règle du jeu. Voilà, alors, donc ici, on se situe avec Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, dans les médecins pédiatres, moi-même, donc kiné, psychomotricien. Mais là, on intervient comme animateur et coordinateur de ce webinaire. On n'est pas très sérieux, mais c'est pas la vieillesse, c'est la sagesse. Alors voilà, la règle du jeu, c'est que donc vous pouvez poser vos questions là tout au long de ce webinaire sur le chat. Et donc les questions vont être recueillies et on laissera un espace donc pour que vous puissiez contacter et poser vos questions. Voilà, dans la possibilité de revoir ce webinaire donc en replay. Donc, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de pays. Qui participent. Donc, encore un grand merci. Donc, vous voyez sur l'écran, donc, on a l'Italie, la Grèce, les Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Canada et Colombie qui vont participer autour donc des objectifs suivants. Les objectifs, c'est est-ce qu'il y a une philosophie commune dans tous ces États concernant la précocité? Est-ce que la prise en charge en soins se fait dès la néonate et jusque quand? À quel âge ça s'arrête? Quels sont les intervenants? Le financement, est-ce qu'il y a un restant dû aux familles? Comment ça s'organise? Les outils utilisés, est-ce qu'on utilise les mêmes références? Et on va voir que c'est le cas. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour les participants, pour les gens qui travaillent autour des familles, et la part d'intervention des parents et la place des associations de parents. Voilà en gros la trame de ce qu'on souhaitait voir avec vous. Si on regarde globalement les pays concernés, on voit que le pourcentage de prématurité va de 5,9% à 10% en gros, et que le nombre d'hospitalisations en néonatologie par rapport à la population des enfants naissants est entre 9 et 12% d'une façon générale. En France, donc, on a 67 millions d'habitants, la densité est 122 habitants par kilomètre carré, le taux de natalité, vous le voyez, l'espérance de vie, vous la voyez. Avec un congé de maternité qui est autour de 16 semaines, donc qui peut aller jusqu'à 26 semaines. Ça, c'est pour avoir vraiment les points de départ par rapport aux pays qui vont exposer leur réalité. Congé paternité 28 jours et congé parental, donc jusqu'à 3 ans. Là, on fait un tout petit peu le point de ce qui est en France en essayant d'oublier personne. C'est pour ça qu'il est marqué petit répertoire non exhaustif. Bien évidemment, il y a les services hospitaliers, quelle que soit leur forme, néonatologie avec des niveaux 1, 2 ou 3, l'HAD, les unités mobiles. Il y a les réseaux de périnatalité. Dans périnatalité, on entend l'amont et l'aval. Et le cas particulier de ce qui nous préoccupe, nous, c'est-à-dire qui nous occupe en premier, c'est le parcours cocon dont vous savez qu'il s'agit d'un projet, d'un parcours qui est en expérimentation jusqu'en 2027, où les parents n'ont pas de reste en dû concernant la totalité des prises en charge, allant de la psychologie à l'ergothérapie, à la psychomotricité, à la kinésithérapie, avec un suivi pédiatrique spécifique. Bien évidemment, à côté des réseaux de périnatalité, il y a la PMI, il y a les réseaux de santé de péri de proximité, comme on peut en voir en fonction des territoires. Il y a les CAMS, bien évidemment, les PCO, l'aide sociale à l'enfance, puisque là aussi, il y a des enfants aux besoins particuliers. Il y a eu un article 51 de la même expérimentation
sécurité sociale que Cocon qui s'appelle Pégase et qui portait sur l'accompagnement des enfants placés. Ensuite, il y a le programme des 1000 jours. Il y a les associations qui offrent chacun leur soutien spécifique, tel SOS Préma. Et enfin, il y a les professionnels libéraux, associatifs, etc. On ne va pas passer trop de temps sur la France. Ensuite, il y a le système de coordination et suivi, coordination donc entre ces différents dispositifs, qui est essentiel donc pour assurer une prise en charge la plus adaptée possible. Donc, les professionnels utilisent là actuellement le dossier médical partagé avec SPICO sur le plan informatique et les RCP dont on reparlera, c'est-à-dire les réunions pluridisciplinaires. Voilà. Spico étant essentiellement en Occitanie. On devait parler de l'Italie, on y reviendra après parce que Vittorio arrive pas à se connecter. Si, il y est? Il Ah, y il est. y est. Alors, on va lui donner la parole. Alors, est-ce qu'il m'entend peut-être, Vittorio? Je ne sais pas si... Allô? Là, je ne le vois pas. Euh, Est-ce que Vittorio est... Est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà, Ah, très bien. parfait, super. Oui. Voilà. Bonjour, Vittorio. Bonjour. J'ai Voilà. réussi à me connaître, Ah, c'est très bien. connecter, ça a été pas Un grand facile. merci d'être parmi nous. Est-ce que tu veux bien le présenter, Vittorio? Voilà. Merci de se présenter et on vous laisse la parole par rapport à votre topo. Alors, moi, je suis Vittorio Belmonti, je parle de l'Italie, de Stella Maris. Stella Maris est un institut qui s'occupe des soins des enfants et des adolescents avec troubles de type soit neurologique, soit psychiatrique. Et nous avons un soin aussi parmi les enfants avec troubles neurologiques, les enfants qui viennent de la thérapie intensive néonatale et qui ont été des bébés à risque de troubles neurologiques. Nous les suivons après pour la réhabilitation, la thérapie, mais nous les évaluons et faisons le dépistage et la prise en soin précoce aussi dans la néonatologie, dans la thérapie intensive néonatale. Euh, Ça, c'est mon... Alors, OK. Et notre labo spécifique pour les bébés à risque neurologique et pour les suivis et pour la prise en soin précoce s'appelle SMILE, Stella Maris Infant Lab for, excusez-moi, Early Intervention. Et est-ce que je peux avancer avec les diapos Non, 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 ou... on ça peut pas. marche pas. Non, Est-ce Oui. que OK, tu veux bien nous le dire? Et puis on avance. merci. Alors, la définition des vulnérabilités neurologiques est basée sur les définitions prises de la littérature. Disons que nous appelions normalement des définitions scientifiques prises de la littérature. Nous appliquons le concept de prématurité comme est défini en littérature, extremely preterm en dessous des 28 semaines, euh, very preterm entre 28 et 31 semaines d'âge postmenstruel, et puis les moderately ou late preterm au-dessus des 32 semaines. Normalement, nous faisons les suivis spécifiques en néonatologie pour les dessous des 32 semaines, c'est-à-dire les extremely preterm et very preterm, pas pour les moderately et late preterm. Puis, il y a aussi la définition basée sur le poids de naissance. Les, le poids de naissance, c'est-à-dire nous prenons au-dessous de 1500 grammes. L'extremely low birth weight et very low birth weight. Et puis, il y a la définition d'encéphalopathie hypoxique ischémique, c'est-à-dire les degrés de Sarnat, Sarnat 3, 2 et 1. Nous prenons les Sarnat 3 et 2, pas les 1, c'est-à-dire l'encéphalopathie hypoxique ischémique de modérée à sévère.
Euh, Ça, ce sont la majorité des enfants que nous suivons. Puis, il y a les autres enfants qui ont des conditions différentes et pas toutes au niveau symptomatique. Par exemple, l'accident vasculaire cérébral périnatal, l'AVC, la plupart des fois n'est pas symptomatique. Mais nous prenons les enfants qui ont des signes comme les convulsions néonatales, ou d'autres signes neurologiques très précoces, comme mais qui ne sont pas la plupart des cas. La plupart des cas d'AVC, normalement, sont asymptomatiques. Malheureusement, nous découvrons l'AVC après avec l'observation des mouvements. Puis, non, attendez un moment. Puis il y a toutes d'autres conditions comme les traumas, les événements accidentels, les interventions chirurgiques, surtout cardiaques, et puis les syndromes dysmorphiques ou malformatifs et les troubles plus rares neurométaboliques et neuromusculaires. Avancez, avance, ok. Alors, un peu d'épidémiologie de la prématurité, peut-être d'autres personnes vont intervenir sur ça. C'est pas trop différent de la France ou d'autres pays développés. En Italie, j'ai trouvé ces données. Les 6,3% de nouveau-nés sont prématurés mais seulement 1% de nouveau-nés sont extrêmement ou très prématurés, c'est-à-dire au-dessous des 32 semaines d'âge gestationnel. Et à peu près, ça correspond les au-dessous des 32 semaines sont aussi à peu près les mêmes enfants qui ont un poids de naissance au-dessous de 1500 grammes. Euh, un peu des données qui, alors, j'ai pas trouvé des données à l'égard de l'Italie spécifiques pour la mortalité et la morbidité de la prématurité. Je vous montre, et si vous voulez, vous pouvez lire ou télécharger les diapos. Quand même, je n'entre pas dans toutes ces données parce que sinon on n'a pas pu le temps puis de discuter Mhm. les différents prises en soin, mais quand même, il faut se souvenir que la prématurité est la cause de loin la plus importante des vulnérabilités neurologiques néonatales. Désormais, c'est la cause les facteurs de risque les plus importants aussi des paralysies cérébrales et aussi des troubles mineurs du développement moteur et psychomoteur. Et parmi les enfants au-dessous de 29 semaines ou au-dessous de 1000 grammes, c'est-à-dire les extrêmement prématurés, on a presque le 18% d'enfants qui reçoivent un diagnostic de paralysie cérébrale. Avançons la distribution de la prématurité et de la mortalité relative. La prématurité dans le monde entier est très, très hétérogène. Je souligne aussi l'hétérogénéité au niveau des pays développés, c'est-à-dire que la prématurité en Italie un peu moins prévalente que, par exemple, en France et aussi un peu moins, beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et la mortalité relative due à la prématurité en Italie est presque pareille qu'en France, mais comme vous pouvez voir, beaucoup moins en Italie et en France qu'aux États-Unis. Avançons. Les risques de troubles neurodéveloppementaux dus à la prématurité est beaucoup lié au degré de prématurité. Ici, vous avez à gauche les neurodevelopmental impairment, c'est-à-dire un décalage aux tests neurodéveloppementaux à 2 ans d'âge corrigé, à 24 mois d'âge corrigé, et très clairement
les severe neurodevelopmental impairment et les moderate neurodevelopmental impairment sont beaucoup plus souvent, beaucoup plus répandus parmi les enfants au-dessous des 25 semaines d'âge gestationnel, mais ça c'est assez banal. Euh, et aussi la mortalité dépend beaucoup de l'âge gestationnel. Avançons. Euh, à l'égard de l'encéphalopathie hypoxie-ischémique et de l'AVC, nous avons des données beaucoup moins précises, surtout parce que ce sont des conditions beaucoup moins bien définies en littérature. Par exemple, en littérature, on trouve beaucoup de casuistiques, d'épidémiologie sur l'encéphalopathie néonatale sans définition ultérieure, c'est-à-dire encéphalopathie néonatale, pas seulement hypoxie ischémique, mais aussi d'autres conditions, par exemple malformatives, toxiques ou métaboliques. Et dans beaucoup de casuistiques, de statistiques, on n'arrive pas à bien distinguer entre l'encéphalopathie hypoxie-ischémique et d'autres types d'encéphalopathie néonatale. Disons que selon des casuistiques américaines, l'incidence de l'encéphalopathie hypoxie-ischémique de modérée à sévère, ça en a 2 ou 3, est entre 1,5 et 2,5 par 1000 nouveau-nés vivants. Et parmi les bébés avec encéphalopathie hypoxie-ischémique de modérée à sévère, on avait, avant l'hypothermie, un 41% de morts néonatales, un 10% de paralysie cérébrale et 8% de troubles au retard neurodéveloppementaux. C'est-à-dire, c'était et c'est encore une pathologie qui, quand elle est modérée ou sévère, est extrêmement morbide, donne beaucoup de mortalité et morbidité. L'AVC, je peux dire seulement que plus que les 2 tiers des cas d'AVC sont absolument asymptomatiques. C'est-à-dire que la plupart des AVC ne sont pas des enfants que nous considérons comme à risque. Ce sont des enfants qui ont un AVC asymptomatique. Et parmi les autres, qui sont la minorité, ce sont des enfants qui ont des signes précoces, des signes neurologiques précoces comme des convulsions ou une hémisyndrome. Avançons. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons, comme je vous ai dit, les enfants very prétermes ou extremely prétermes, au-dessous des 32 semaines ou avec un poids de naissance au-dessous des 1500 grammes ou avec une encéphalopathie hypoxyschémique modérée à sévère. Autres encéphalopathies qui souvent ne sont pas très bien distinguibles de l'hypoxie ischémique ou quelquefois on a des encéphalopathies mixtes. Désormais, par exemple, les rôles des facteurs infectifs et des facteurs euh, euh, inflammatoires ensemble avec l'hypoxie est reconnu. On a des encéphalopathies mixtes qui sont et hypoxie ischémique et aussi euh, affectives et dues à l'inflammation. Euh, Puis, il y a d'autres types d'encéphalopathies toxiques plus spécifiques, disons, ou les méningoencéphalopathies, etc. Nous prenons aussi tous les enfants qui, pour n'importe quelle raison, ont eu des traitements intensifs dans la NICU, dans la thérapie intensive néonatale, comme la ventilation mécanique, des thérapies stéroïdes et naturellement l'hypothermie. Les enfants avec convulsions néonatales ou épilepsie, ou si n'importe quel signe ou symptôme neurologique est présent à l'âge néonatal. Tous les enfants qui ont subi une chirurgie majeure
surtout au cœur cardiaque, et puis les accidents aussi traumatiques, c'est-à-dire mécaniques. Et puis, désormais, il y a de plus en plus les enfants qui sont nés de grossesses chez des mères qui font use ou misuse des drogues ou d'alcool. Avançons. Nous prenons tous les enfants à 2 semaines après la naissance. Chez les grands prématurés, nous les suivons toutes les 2 ou 3 semaines dès la naissance jusqu'à terme. Et nous allons, c'est-à-dire qui? Nous, les neurologues pédiatriques et souvent les psychomotriciens ou les kinésithérapeutes spécialisés en soins néonatales. Nous allons chez la néonatologie, chez la thérapie intensive néonatale et faisons l'évaluation neurologique et psychomotrice, psychomotrice euh, jusqu'à terme chez les grands prématurés. Et puis, nous dividons les enfants à haut risque, les enfants à bas risque. Et normalement, nous les suivons tous jusqu'à 3 ans d'âge corrigé, 36 mois d'âge corrigé. Et puis, nous continuons à les suivre et à faire l'intervention aussi réhabilitative chez les enfants avec des pathologies avérées. Avançons. Qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons chez la période néonatale et chez les nourrissons les mouvements généraux. L'évaluation des mouvements généraux, le GMA, General Movement Assessment. Et en plus, chez la période néonatale, nous faisons les Detailed Assessment des mouvements généraux. Et puis, chez les nourrissons de 1 mois à 6 mois, le Motor Optimality Score, qui est un type plus avancé de bilan neuromoteur sur la motricité spontanée, mais pas seulement les mouvements généraux, mais aussi d'autres patterns moteurs, c'est-à-dire les patterns de mouvements volontaires ou intentionnels. Et tout ça est basé sur l'observation des vidéos, l'observation de la motricité spontanée de l'enfant. Puis nous faisons naturellement aussi des protocoles d'examen neurologique standardisés, en particulier Hammersmith, Neonatal Neurological Examination, chez les nouveau-nés, et les Hammersmith Infant Neurological Examination chez les nourrissons. Euh, naturellement, les grands prématurés fait on fait l'échographie cérébrale sériée chez les nouveau-nés léger pour évaluer la maturité de l'activité électrique cérébrale. Chez les nouveau-nés avec encéphalopathie hypoxyschémique ou signes neurologiques néonataux, on fait normalement l'IRM néonatal. Les fonctions visuelles, comportementales et l'évaluation ophtalmologique chez les enfants grands prématurés et chez les enfants avec d'autres signes neurologiques. Puis, après les 7 mois jusqu'à 24 mois d'âge corrigé, on fait les Hammersmith Infant Neurological Examination. Et enfin, à 24 semaines et puis à 3 ans, on fait aussi les scales des Bayley, c'est-à-dire les scales standardisés du neurodéveloppement. Et si c'est indiqué, aussi une observation, une évaluation du langage. Ici, c'est indiqué aussi un bilan de la lésion en IRM. Avançons. Alors, ici, c'est le grand problème de l'Italie, où, c'est-à-dire l'organisation. Comme toujours en Italie, on fait des choses très bonnes, on a beaucoup de professionnels très bien formés, nous avons des équipes merveilleuses, mais nous manquons un peu d'organisation. C'est-à-dire que on a une organisation publique qui est très répandue dans les territoires,
mais qui est très hétérogène. À Pise, on fait des choses, à Rome, on fait d'autres choses, et plus qu'on avance vers le sud de la péninsule, et moins des choses on fait. Et ça, c'est dû aux ressources économiques et organisatives. Je peux dire qu'ici, au centre nord de l'Italie, on fait tous les suivis que vous avez présentés et on fait aussi une intervention assez précoce. Ici à Pise, on fait une intervention très précoce, déjà à l'âge néonatal, chez tous les enfants à risque, avec mouvements généraux anormaux et ou avec des lésions déjà diagnostiquées. Mais ça, c'est fait à Pise, ça c'est fait à Pise, c'est fait à Modène et dans peu d'autres centres hautement spécialisés en soins néonataux. Puis, en Italie, on a les unités fonctionnelles de santé mentale de l'enfance et de l'adolescence, qui sont des unités publiques complètement gratuites, mais qui ont des ressources beaucoup hétérogènes. Il y a des villes où il y a des grandes ressources, et il y a des villes où il y en a beaucoup moins. Où il y a les ressources, on peut prendre en soin les enfants à risque après l'hospitalisation, c'est-à-dire les enfants que nous avons suivis jusqu'à 24 mois, continuent leur réhabilitation très fréquente, très intensive chez les unités fonctionnelles de santé mentale. Mais dans les villes où ça n'est pas disponible, les soins sont beaucoup Mm. moins. sont- Docteur et- Belmonti, je suis oui, navré. Il faut avancer un petit peu puisqu'on a 10 minutes par intervenant comme il y a les autres pays. oui, oui. Excusez-moi, Ok, mais excusez-moi, c'est fini. Le hein. problème, Bien, c'est merci. ça. Si nous avançons, la prise en soin de la famille est incluse normalement chez la prise en soin de l'enfant, mais là où il y a les ressources. Avançons. Chez nous, chez les Smile, on fait un peu tout. Vous pouvez aller sur les sites Mm, Internet et vous trouvez tous les projets que nous faisons, mais ça, c'est très local, c'est très lié à la situation, qui est une situation très bien spécifique de mm. notre ville et de notre région géographique, la D'accord. Toscane. Le problème à résoudre, c'est ça, les grandes inégalités géographiques, l'absence Mm, d'intégration entre les professionnels publics et privés et la grande hétérogénéité des critères d'inclusion et des protocoles d'intervention. d'accord. Écoutez, un grand, grand merci. Je rappelle pour les participants que vous êtes pédopsychiatre et un neuropédiatre. Un grand merci. Donc, il y a des questions qui vont arriver. On va laisser de suite la parole donc à Electremoche. Elec, tu es là? Oui, oui, je suis bien là. Est-ce que vous m'entendez, Donc, s'il vous plaît? oui, on t'entend. Donc, Electre, après Normal Sup, un doctorat en sciences politiques, a été chargé du parcours Cocon pour Provence-Alpes-Côte d'Azur et depuis peu a été nommée directrice du réseau périnatalité PACA Corse-Monaco. Donc, la Grèce, 10,4 millions d'habitants, 80 habitants au kilomètre carré, un taux de natalité, vous le voyez, et une espérance de vie correspondante aux pays européens. Ici, les congés de maternité 17 semaines, payés à 50%, congé paternité 14 jours depuis 2020 et congé parental 6 mois pour chaque parent avec une indemnisation partielle. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Juste peut-être deux éléments en termes de méthodologie. Donc, moi, je ne suis pas soignante, donc je vais avoir une approche qui sera plutôt une approche effectivement politique publique pour trouver du coup les données et surtout bah, le mode opératoire que je vais vous décrire. Je me suis basée sur les connaissances que j'avais parce que j'ai travaillé au département de coopération scientifique de l'ambassade de France en Grèce pendant plusieurs années et du coup sur des interviews et des entretiens que j'ai menés avec la société grecque de périnatalité et des porteurs de projets dans le projet européen dont je parlerai à la fin, qui a pour but de mettre en place justement de l'intervention précoce chez les enfants à risque. On va passer à la première slide. Hop. Alors, effectivement, quelques éléments de contexte sur la prise en charge de l'enfance vulnérable en Grèce. Donc, il faut comprendre que ça s'inscrit dans un contexte de baisse constante de la natalité
avec une hausse de la prématurité qui a été très marquée depuis le début de la crise économique en Grèce. Donc, il y a plusieurs recherches un peu sociologiques euh, voilà, qui cherchent ce sujet. Globalement, bah, la question de la précarité, euh, de l'organisation du congé maternité, puisqu'il faut avoir cotisé pendant un certain temps pour pouvoir un congé maternité à temps plein. Euh, c'est vraiment une tendance qui est une tendance en hausse. On a 12% des naissances qui sont des naissances prématurées. Il faut comprendre aussi, parce que c'est très important du coup en termes d'accès aux soins, c'est qu'on parle d'un système de santé et de prestations sociales qui est relativement carencé, puisque la crise économique de 2008, enfin, qui a commencé en 2008, a impacté en fait le système de santé avec en fait comme mode de fonctionnement une juxtaposition des acteurs publics et des acteurs privés, euh, dont le partage est un partage en fait et dont le recours est un recours qui est à la fois un recours marqué par les possibilités de ressources des parents, la géographie du territoire. Je vais revenir sur ce sujet, mais c'est vrai qu'on a toute une superposition d'acteurs qui parfois ne se connaissent pas forcément entre eux et sans un protocole ou sans une régulation, notamment des conditions d'accès pour les soins et pour les prescriptions qui vont avoir lieu dans le privé. Élément important, le remboursement des soins liés aux consultations et aux soins effectués à l'hôpital et au centre de santé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous consultez un pédiatre de ville, vous paierez la consultation dans son intégralité, ce qui signifie que le suivi par un médecin de famille ou par un pédiatre de ville est réservé aux parents qui auront la possibilité de payer les consultations étant aussi plus ou moins chères en fonction du coût des spécialités euh, du médecin. Un néonatologue, par exemple, les consultations seront aux alentours de 70-80 euros, un pédiatre aux alentours de 40 euros. Pas de mutuelle. Il y a des efforts qui ont été faits dans les années récentes pour mettre en place un système de mutuelle. C'est un système de mutuelle qui, en général, fonctionne sur un système de franchise. Donc, pas de remboursement de soins dans leur intégralité en aucun cas. Et pour l'accueil des enfants en crèche, il faut avoir en tête que l'accueil des enfants en crèche dans les structures publiques se fait en général à partir de 8 mois en cas de vulnérabilité socio-économique et plutôt 1 an dans la majorité des cas. Je ne vais pas revenir sur le dernier point. Effectivement, on a une privatisation croissante des soins. Ce qui est intéressant, c'est que ces soins, ils sont accessibles aussi sans prescription médicale, ce qui pose un certain nombre de questions dont on va discuter. Euh, Quelques mots, je ne vais pas m'attarder sur les soins de développement, mais c'est une pratique qui est en train d'être mise en place, mais qui est encore marginale au sein des maternités. Alors, résultat, qu'est-ce que ça veut dire pour les enfants vulnérables? Qu'est-ce que ça veut dire pour les enfants, les nouveau-nés, qu'on va appeler les enfants vulnérables au sein de cocon? Donc, les enfants prématurés, avec un retard de croissance, exposés à des toxiques. Enfin, euh, alors, en fait, il n'y a pas vraiment de structure qui serait la même au niveau national ou de mode de faire qui serait le même. Il y a quelques programmes pilotes de programmes qu'on appelle des programmes de follow-up d'enfants sortis des services de néonatologie qui ont lieu au sein de 4 hôpitaux publics à Athènes et à Thessalonique et au sein de 2 cliniques privées. Alors, au sein du public, les enfants concernés, c'est les enfants qui sont passés par le service de néonatologie, euh, tous les enfants. Euh, le calendrier des examens, le calendrier de suivi est un petit peu différent en fonction des structures. Globalement, c'est 2 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois pour le CH d'Athènes. C'est un petit peu moins fréquent dans les autres hôpitaux de Thessalonique, notamment. Le premier rendez-vous de follow-up, il est plutôt vers les 6 mois. Ce qu'on constate en termes de prescription de soins, c'est que la prescription de kinésithérapie, c'est une prescription qui est relativement courante, en sachant que la kinésithérapie, pour les enfants qui bénéficient de ces programmes, peut se faire à l'hôpital, donc sans reste à charge pour les parents. Ça, ces soins, ces programmes de follow-up, ils vont concerner finalement sur le territoire national une minorité d'enfants. Alors, je n'ai pas pu trouver de stats quantitatives. C'est des programmes qui sont quand même relativement restreints en termes de moyens. Donc, les cohortes d'enfants, ce sera vraiment des cohortes qui seront réservées aux enfants. Alors, les enfants, par exemple, qui seront suivis à Athènes, ce ne sera pas forcément des enfants qui seront nés à Athènes, ça peut être des enfants qui seront nés dans les îles et qui auront été amenés par hélicoptère, par exemple. Mais globalement, enfin, voilà, le suivi ne sera fait qu'à Athènes et à Thessalonique.
Il y a aussi des cliniques privées qui proposent ces programmes de follow-up, deux cliniques privées, particulièrement à Athènes. Ce programme de follow-up dans ces cliniques est intégralement à la charge des parents. Euh, il n'y a pas de soins qui soient mis en place. En revanche, il y a une consultation avec un neuropédiatre systématiquement à l'âge de 5 ans. Pour les autres enfants, le suivi qui est fait des enfants qui sont passés par les services de néonatologie, c'est un suivi qui est hospitalier pour les enfants qui vont avoir déjà des soins curatifs et des pathologies qui sont déjà sévères, qui ne sont pas des soins qui approcheront le développement dans sa globalité. Et sinon, c'est le médecin de famille ou le médecin du centre de santé qui est au cœur du suivi du développement de l'enfant. Alors, le médecin de famille, c'est ce qu'on appelle, c'est pour les familles qui vont avoir la possibilité de financer du coup les consultations. Le médecin de centre de santé, euh, c'est un médecin qui va être gratuit pour les personnes qui auront un numéro de sécurité sociale. Ça signifie qu'on exclut toutes les personnes nouvellement arrivées sur le territoire grec et nouvellement arrivées, c'est-à-dire que ça peut être jusqu'à 5 ans, hein, enfin, avant de pouvoir prétendre à une carte de séjour en Grèce. Euh, les médecins de centre de santé ne seront pas les mêmes de consultation en consultation, donc ne seront pas une vue globale du suivi de l'enfant. Le médecin de famille aura une vue globale du suivi de l'enfant. Il y a quand même un effort de formation qui a été fait auprès des professionnels de la petite enfance, avec un effort de formation pour le repérage des troubles du neurodéveloppement, particulièrement chez les enfants qui sont issus des milieux les plus précaires d'un point de vue socio-économique, puisque ces enfants qui sont le système de la petite enfance fonctionne par voucher, par nom, avec des systèmes de points et de cotation, un petit peu comme en France. Et c'est vrai que 8 mois, c'est en général les enfants des milieux les plus populaires qui vont pouvoir avoir accès aux services de crèche avec une formation euh, des, euh, des infirmières puéricultrices, qui sont en général les directrices des crèches, et des agents des crèches. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a des signes d'alerte? Alors, justement, le problème, c'est qu'il ne se passe pas forcément grand-chose dans un premier temps. C'est vrai que la prise en charge commence en général plutôt vers l'âge de 3 ans. Donc, entre 1 et 3 ans, euh, les médecins et les familles vont pouvoir s'adresser à des centres qui sont essentiellement des centres de soutien à la famille, avec des prescriptions justement de soins euh, essentiellement en psychologie pour les familles, mais pas forcément la possibilité de prise en charge. Là, je parle de ce qui se passe dans le public. Et les enfants vont pouvoir accéder à des centres de diagnostic à partir de l'âge de 3 ans. En parallèle, pour les familles qui vont avoir les moyens, il va y avoir une multitude, là, c'est un petit peu excessif, mais il va y avoir un certain nombre de centres privés qui vont pouvoir offrir des soins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément exactement les mêmes soins que ce qu'on va faire. Par exemple, il n'y aura pas beaucoup de soins de troubles de l'oralité, il y aura plutôt des soins en orthophonie à partir de 18 mois. L'ergothérapie, c'est intéressant parce que c'est plus répandu qu'en France, en général presque à partir d'un an, et beaucoup de guidance pour les parents, de guidance faite par des psychologues. Ce qui est intéressant, c'est que ces centres privés sont entre guillemets en libre accès, au sens où il n'y a pas besoin d'une prescription de soins par le pédiatre ou par le médecin, il n'y a pas de coordination des soins par le médecin, il n'y a pas euh, nécessité d'avoir une prescription, c'est-à-dire que certains centres vont avoir un fonctionnement plutôt associatif. Effectivement, là, ce sera plutôt des adressages médicaux qui sont privilégiés, puis il va y avoir des centres qui seront plutôt dans une optique de euh, stimulation des compétences de l'enfant et de préparation à l'école, et ce sera vraiment basé sur le souhait du parent de recourir à des soins. C'est la slide suivante. Donc voilà, ça recoupe ce que je disais, avec effectivement des postes de diagnostic qui sont plutôt tardifs, puisque les centres de diagnostic accueillent les enfants à partir de l'âge de 3 ans. Euh, Au sein des programmes de soins précoces des institutions, bon, qui pourraient être un petit peu comparés à des hôpitaux de jour, euh, pour les enfants, par exemple, qui vont avoir un diagnostic de TSA, les soins débutent plutôt à partir de 6 ans, des soins plutôt ciblés sur l'enfant. C'est vrai qu'avant, c'est plutôt de l'accueil et moins des soins. Euh, et le remboursement des soins
en libéral peut se faire à partir du moment où il y a une reconnaissance du handicap qui est notifiée sur un système qui est un petit peu similaire à celui de la MDPH, seulement pour les familles qui sont en situation régulière, du coup, sur le territoire français. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des caractéristiques voilà, culturelles hein, de la prise en charge des troubles du neurodéveloppement, une approche psychanalytique encore qui est très présente en Grèce pour la prise en charge des TND, particulièrement du TSA. Pas de psychomotricité, très peu de recours à la psychomotricité. Et puis surtout, tout ça, ça vaut pour les territoires où il y a des structures de soins, puisque alors, il y a un déséquilibre en termes de démographie avec une grande partie de la population qui habite à Athènes, une autre partie à Thessalonique, puis beaucoup de déserts démographiques, qui sont aussi des déserts médicaux, et donc un vrai challenge de l'accès aux soins pour les personnes qui seront sur les territoires plus éloignés des soins. Alors, changer de paradigme, lancement de ECI, ou plutôt ECA Grids 2024. Je vais vous dire quelques mots rapidement de Early Childhood Intervention Grids 2024. Alors, il faut savoir c'est que la Grèce est un pays qui a bénéficié, qui bénéficie sur un certain nombre de pans de l'action publique de financement européen, notamment de la DG Réforme. Il y a un programme d'intervention précoce qui est actuellement financé par la DG Réforme et qui a, alors le cahier des charges a été publié, tout est prêt. Il va être lancé en 2025. L'idée, et c'est la première fois que ça va avoir lieu en Grèce, c'est de mettre en place un programme qui sera un programme curatif, mais aussi un programme de soins préventifs. Euh, les conditions pour bénéficier de ce parcours, ce sera voilà, la pose d'un diagnostic, mais ce sera aussi le fait de faire partie de cette cohorte d'enfants vulnérables dont on parlait. Donc, tous les enfants qui sont passés par la néonatologie vont pouvoir bénéficier de ce parcours. Alors, la cohorte qui a été prévue, c'est une cohorte de 2500 bénéficiaires pour l'année 2025. Donc, est-ce que ça va correspondre du coup aux chiffres des bénéficiaires attendus? On ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'inclusion dans ce programme se fait sur avis médical, donc soit à la sortie de néonat pour les enfants qui vont être éligibles, soit euh, sur avis alors d'un neuropédiatre sur le continent et d'un pédiatre pour les îles et pour les territoires où il y a peu de neuropédiatres. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment un changement de paradigme avec la valorisation aussi des soins précoces et des soins précoces à domicile. Donc les familles vont bénéficier de vouchers, donc de bons qui vont aller de 200 à 800 euros par mois pour financer des soins. Donc tout ça en ayant en tête que il n'y a pas de remboursement de la sécurité sociale à côté. Donc, ça inclut l'ensemble, du coup, voilà, des soins, que ce soit de la kinésithérapie, de l'orthophonie, de l'ergothérapie, voilà. 800 euros s'il y a 20 consultations par mois, donc 5 consultations par semaine, 200 euros s'il y en a un petit peu moins. En gros, il calcule 40 euros par consultation. Les soins financés, c'est kiné, orthophonie, ergothérapie, psychologue, visite à domicile, si c'est possible, sinon proche du domicile de l'enfant. Et il y a aussi cette notion de coordination des soins par le médecin, avec justement l'idée d'une coordination des professionnels de santé qui font partie du cercle de soins de l'enfant, et un objectif de formation des professionnels de santé et d'éducation des familles. Voilà. Je crois que j'ai dépassé mon temps. Les questions vont arriver dans le chat Ok. en fin de présentation de toutes les présentations. On va passer. Alors, aux Pays-Bas, effectivement, on accueille le docteur Floche Kretschin, qui est pédiatre, assistant néonatologie au CHU de Toulouse, et qui a participé cette année notamment à la publication de prématurité moyenne sur les aspects médicaux et développementaux. Voilà une courte présentation, elle doit être trop courte, mais voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de votre participation. Alors, au Voilà. niveau des Pays-Bas, pour resituer la population, 18 millions d'habitants, densité 508, le taux de natalité, donc 10 pour 1000, espérance de vie 82 ans, puis Le donc congé maternité 16 semaines, paternité 5 semaines et congé parental 6 mois par parent, mais non payé, souvent compensé par l'employeur. Et la Belgique, c'est un peu la même chose, 11,7 millions d'habitants, 380 habitants par kilomètre carré, c'est une densité importante. Un taux de natalité à 9,5 pour 1000, une espérance de vie moyenne à 80,5, mais avec une forte hétérogénéité entre les femmes et les hommes, 78 ans pour les hommes, plus de 84 ans pour les femmes. voilà, vous l'avez bien compris, donc Nathalie Kreshtin donc, le docteur Kreshtin va présenter ces deux pays en suivant. Merci beaucoup.
Voilà. Merci pour l'introduction. Du coup, moi, je suis néerlandaise, donc je viens de Pays-Bas. J'ai travaillé pendant plusieurs années à Amsterdam et autour. Mais j'ai travaillé ensuite pendant 5 ans en Belgique. C'est pour ça que je vais vous faire un résumé des deux pays. Donc, comme vous avez déjà dit, les Pays-Bas. Donc, le Pays-Bas et Belgique ensemble, ça sont des petits pays. Je me rends compte que la surface de Belgique et Pays-Bas ensemble, c'est la même comme la surface de Occitanie. Mais aux Pays-Bas, comme vous avez dit, 18 millions d'habitants, donc très densément peuplé. Et à peu près 1,4 enfants par femme, ça sont les chiffres que vous avez déjà un peu montrés. Un âge pour un premier enfant autour de 30 ans. Et donc les particularités de la système de santé aux Pays-Bas par rapport en France, c'est que entre autres, ça fait pas si longtemps que la majorité des accouchements ont lieu à domicile. Et donc de plus en plus, on accouche à l'hôpital parce qu'il y a de plus en plus de demandes aussi pour par exemple, une péridurale. Mais il y a encore plus ou moins 30% qui accouchent pas à l'hôpital. Et donc aussi, si tu accouches à l'hôpital directement après, quelques heures après, tu rentres chez toi. Et donc, il y a un système de santé avec des puéricultrices et une sage-femme qui vient faire des soins à domicile. Et une autre différence, c'est que les spécialistes, on le retrouve dans les hôpitaux. Donc, il n'y a pas des pédiatres en libéral. Il y a tout le monde a un médecin généraliste et pour, si besoin, un bébé ou un enfant est référé à l'hôpital. Ça, pour comprendre un peu la suite. Donc, il y a 164 000 naissances par année à peu près. Et pour la prise en charge de la prématurité, il y a une prise en charge active avant 2026, c'était à partir de 26 semaines. Là, Ah, 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 ah. à Alors partir là, de ah, 2006, c'est 14 semaines. Pour la prématurité, c'est un peu pareil comme ailleurs, j'ai vu. Donc, à 2023, c'était 6,6% de prématurité, avec la grande majorité, donc 5,6% des late preterm entre 32 et 36 semaines, et un petit pourcentage, 0,15% de naissances inférieures à 26 semaines. Donc, pour les Pays-Bas, ça veut dire qu'il y a à peu près 250 naissances inférieures à 26 semaines. Et ça, pour un pays avec 9 réanimations néonatales de type 3. Et donc, le suivi au Pays-Bas, c'est assez protocolaire, donc c'est très homogène. Et le suivi qui est fait dans les hôpitaux de type 3, ça sont tous les bébés qui sont nés avant 30 semaines à moins de 1 kg, ou tous les bébés moins de 1,5 kg mais RCU, et tous les bébés avec une pathologie cérébrale grave. J'ai montré quelques exemples, mais une asphyxie avec un refroidissement, une leucomalacie périventriculaire ou un AVC. Et les naissances, après, j'ai mis des soins prénatales spécialisés, mais par exemple les chirurgies intra-utérines ou des lasers des gémellaires. Donc ça, c'est le suivi qui est fait par les néonatologues dans des hôpitaux de type 3. Et donc, vous voyez qu'il y a 5 rendez-vous. Dans l'intervalle, les bébés ils sont vus par leur pédiatre dans les hôpitaux périphériques. Donc, en règle générale, les bébés ils sont hospitalisés dans des néonatologies de type 3, mais ils sont presque toujours transférés dans à un hôpital périphérique pour la suite. Donc, ils ont les deux. Ils ont les rendez-vous fixes, comme vous voyez, et entre-temps, ils sont suivis par leur pédiatre dans le périphérique. Donc, le suivi, les 6 mois, les 5 rendez-vous, c'est à 6 mois, 12 mois, 2 ans, 5 ans et 8 ans. Et à 6 mois, il y a la néonatologiste avec le kiné et une infirmière. Et si besoin, il y a des autres spécialistes rajoutés. C'est un rendez-vous avec une anamnèse, un examen moteur et un examen pédiatrique. Et ce rendez-vous, il est préparé par une infirmière qui appelle les parents une semaine avant pour voir un peu avec les parents s'il y a des problèmes, quelles sont les questions, etc., pour que tout le monde peut se préparer. Et c'est un rendez-vous qui prend à peu près une heure et demie. Chaque centre a son propre organisation, mais souvent,
tous les intervenants, ils sont ensemble dans la même pièce et souvent aussi, il y a une caméra qui filme qui enregistre pendant toute la consultation avec l'accord des parents pour rétrospectivement, ils peuvent re-regarder des images et aussi que le film peut être sauvegardé dans le dossier des bébés. À 12 mois, c'est à peu près la même chose. Donc, la néonatologiste, le kiné et la même bilan. À 24 mois, il y a un psychologue qui se rajoute à l'équipe et donc qui fait l'examen cognitif, comportemental et l'évaluation de langage. Là, c'est toujours tous ensemble. À partir de 5 ans, ils sont partagés. Donc, normalement, c'est le kiné qui fait l'examen neuromoteur avec l'enfant à une pièce et à l'autre côté, c'est le psychologue qui voit les parents. Donc, c'est un examen un peu plus complète avec aussi un examen cognitif. Et à 8 ans, c'est la même bilan, mais encore un peu plus extensif avec des résultats des scores scolaires, etc. La prochaine diaporama. Oui, donc c'est les échelles qu'ils ont utilisées. Je ne vais pas vous montrer tout Mhm. parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très néerlandais, Touwen, Hempel, mais il y a aussi des scores internationaux comme le Ames, le Movement ABC et le Bailey. Mhm. Et donc, le suivi, ça se fait dans des centres hospitaliers de type 3. Donc, il y a 9, dont 7 centres universitaires et 2 autres centres. Et donc, le suivi à l'intervalle, c'est fait par les pédiatres dans les centres périphériques. Et donc, tous les bébés qui rentrent pas directement dans les critères, donc par exemple, un bébé né à 34 semaines, il est suivi quand même par les pédiatres qui sont dans les centres périphériques. Moins protocolaire, mais il y a quand même le suivi garanti. Il y a une association des parents qui s'appelle Care for Neo, qui est très active, qui est déjà proposée aux parents pendant le séjour en néonatologie, qui organise beaucoup des jours et des choses pour des parents, mais aussi pour des professionnels. Ils sont pas nécessairement actifs dans le suivi, mais ils sont au courant. Et le financement au Pays-Bas, c'est très simple parce que tout est toujours pris en charge. Donc, on ne se pose même pas la question. Contrairement à en Grèce, si je comprends bien, il y a un mutuel qui est très important. Donc, il coûte cher, 120 euros. Ça commence à 120 euros. Euh, mais donc, pour les familles qui ne peuvent pas payer ça, il y a toute une organisation. Donc, tout le monde a un mutuel et tout est pris en charge. Et donc, je posais cette question à la néonatologue qui fait le protocole, qui est auteur de la protocole et donc qui organise ce suivi. Et elle m'a répondu, elle m'a dit que je ne sais même pas comment ça va pour le financement. Donc, on a ce luxe, je pense, au Pays-Bas qu'on ne Mhm. doit pas nous poser ces questions. Et donc, pour les points forts, pour moi, le point fort pour le suivi au Pays-Bas, c'est du coup que c'est très homogène, c'est très protocolaire. Et du coup, aussi, on utilise toutes les mêmes échelles. Donc, pour le recherche, etc., c'est très bien de comparer les choses, de faire du statistique. Et les parents, ils ont le droit partout à la même suivi. Et c'est assez flexible. Donc, si un pédiatre trouve que c'est une bonne idée de suivre un bébé hors critères, ils peuvent. C'est facile et c'est tout pris en charge. Les désavantages ou le point à améliorer peut-être pour, selon aussi les néonatologues au Pays-Bas, c'est que ils aimeraient bien prolonger encore le suivi. Là, maintenant, c'est 8 ans, mais ils veulent bien le faire jusqu'aux 12 ans et inclure aussi le groupe entre 30 et 32 semaines. Mais pour ça, c'est le même problème pour ailleurs. Je pense il n'y a pas assez de pédiatres. On passe en Belgique, Oui, voilà. 12 Oui, millions. on Euh, enchaîne. 1,47 enfants par femme, premier enfant environ à 31 ans. Et là, le système de santé, c'est comparable avec la France. Donc, la plupart, presque tout le monde accouche à l'hôpital. Et aussi le système avec le suivi pédiatrique, etc., c'est pareil comme ici. Il y a des pédiatres à l'hôpital, il y a des pédiatres en libéral. 110 000 naissances par an. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Donc, une prise en charge active à partir de 24 semaines.
Là, il n'y a pas un protocole national, donc c'est difficile à dire à quel moment ils ont changé, mais à partir de à peu près 2014, tous les centres ils font une prise en charge active à partir de 24 semaines. Belgique est assez petit, mais quand même, il y a 19 réanimations néonatales de type 3. Donc, pour voir un peu les choses, là, en Occitanie-Ouest, on a 30 000 naissances et on a un seul type 3, réanimation type 3. Et donc, en Belgique, il n'y a même pas le triple, il y a 19 centres. Donc, c'est beaucoup plus partagé. Et le contexte, je ne vais pas entrer dans les détails de politique belge qui est assez compliqué, mais il y a trois régions. Il y a le Flandre, le côté néerlandophone, le côté francophone, Wallonie et Bruxelles, du coup. Moi, j'ai travaillé en Anvers et à Bruxelles, côté néerlandophone. Pour le suivi des bébés vulnérables, c'est assez homogène. Donc ça, en Belgique, il y a souvent des choses qui sont très pas homogènes, mais là, il y a un protocole national qui est à peu près pareil. Et donc, le suivi est fait pour... Donc, le suivi complète, ça veut dire 4 rendez-vous. C'est fait pour tous les bébés nés avant 30 semaines ou à moins d'1,5 kg. Il y a un suivi avec que deux rendez-vous pour tous les bébés nés avant 32 semaines, mais plus d'1,5 kg. Et puis, il y a une liste avec des pathologies qui ont droit à un examen à 12 mois de vie. Donc, les 4 rendez-vous sont à 4 mois, entre 3 et 5, à 12 mois, à 2 ans et à 5 ans. Donc, il y a une équipe qui est très bien décrite. Donc, ça veut dire que chaque équipe est pareille. Il y a un néonatologue, il y a un psychologue, une kinésithérapeute. Donc, le néonatologue qui fait une évaluation clinique, neurologique et développementale. Le psychologue, il commence avec son soutien à la parentalité et le dépistage des troubles relationnels précoces. Le kiné, il fait son examen neuromoteur et le conseil de portage. Et l'assistant social, il est là si besoin. Et souvent, ça c'est un rendez-vous en équipe, donc dans la même pièce où on regarde ensemble les enfants. Et après, on se réunit en équipe pour discuter du patient et on revient chez les parents pour discuter ensemble. Ce que j'ai aimé beaucoup, par exemple à Anvers, c'était qu'on était tous ensemble dans la même pièce. Donc les enfants, ils étaient là, souvent plusieurs, 3 ou 4, ils étaient en train de jouer et nous, les professionnels, on était un peu autour, on tournait ensemble pour observer des bébés. Et donc, à partir de 12 mois, oui, c'est la même chose, c'est la psychologue qui a un peu plus de temps pour faire aussi un examen diagnostique. Et à partir de 24 mois, donc 2 ans, je me suis trompée. Donc, c'est à partir de 2 ans, c'est pas la néonatologue, mais c'est le pédiatre, le neuropédiatre qui prend le relais. Donc, c'est le neuropédiatre avec un psychologue et une kiné, et le bilan est pareil. Et à 5 ans, c'est la même chose, un neuropédiatre, un psychologue, une kiné et un consulte logopédie qui prend un bon demi-journée. Et donc, normalement, ça, c'est la fin. Si tout va bien, le suivi s'arrête à 5 ans. Les échelles, ils sont pas décrits. Donc, ça veut dire que tous les intervenants peuvent choisir eux-mêmes lesquels ils utilisent. Donc, souvent, c'est le AIMS, de temps en temps, les General Movement, de temps en temps, pour les gens, le Brazelton et le Hamilton. Ça dépend des intervenants. Ok. Et donc, le suivi est fait dans les COS, donc Centre voor Ontwikkelingsstoornissen, mais donc les établissements de rééducation pour le suivi des enfants nés grands prématurés. Il y a 10 au total en Belgique. Et donc, tous les bébés qui sont dans les critères, ils sont suivis. Mais tous les bébés qui ne rentrent pas exactement dans les critères, là, on peut essayer de l'inclure, mais c'est très difficile et ça prend très longtemps. Il y a une liste d'attente qui est très, très importante, de temps en temps, 1 à 2 ans. Il y a une association des parents qui est très active, c'est le VVOC, et ils sont déjà proposés aux parents pendant l'hospitalisation en néonat. Et ils sont aussi assez actifs pour le suivi. J'ai parlé avec eux et ils ont dit pour eux, le plus important pour améliorer par rapport au suivi, c'est que ça ne doit pas s'arrêter à 5 ans. Pour eux, ils se battent vraiment pour que ça s'est prolongé parce qu'ils disent vraiment on a assez beaucoup des données
pour dire qu'il y a des problèmes qui se présentent souvent après cet âge-là, et donc du coup, on arrête le suivi et c'est pas logique. Et l'autre chose qui pour eux est très importante, et c'est un peu la même débat, c'est que le soutien psychologique n'est pas assez bien fait pour eux. Certes, il y a un psychologue présente dans des moments de rendez-vous, mais pour le suivi psychologique dans l'intervalle, c'est difficile et c'est pas remboursé. Et aussi pour le suivi psychosocial après 5 ans, il n'y a rien prévu. Mm. Et donc ça, pour le financement en Belgique, si tu rentres dans les critères, donc les critères stricts, normalement, tout est remboursé, mais il y a toujours un frais par personnel, mais à peu près 6 euros par rendez-vous. Et si tu rentres pas dans les critères, le soin, il n'est pas remboursé. Donc ça devient très compliqué pour la plupart des parents. Donc pour moi, les points forts en Belgique, c'est que c'est très pluridisciplinaire, c'est très bien fait. Si tu rentres dans les critères, tu as un suivi Mm. qui est pluridisciplinaire, qui est bien. Mais le problème, c'est si tu rentres pas exactement dans les critères, c'est pas flexible. Si en tant que néonatologue, tu penses que c'est important de suivre un bébé, tu galères à l'inclure. Et ça devient aussi très cher, ce suivi pour les parents, et du coup, c'est pas disponible pour tout le monde. Ok. Voilà, c'est ça. Ben, un grand merci pour cet exposé. On va passer à la Scandinavie et la Norvège. Charlotte Scherning, qu'on connaît bien ici à Toulouse, qui a été longtemps avec nous et qui est aujourd'hui chef du service de néonatologie de l'hôpital universitaire d'Oslo, qui est professeur à l'université d'Oslo, qui fait aussi partie de la Fédération française de néonatologie, du groupe Green, qui est un des moteurs de l'installation de NIDCAP à Toulouse et qui a été surtout un des moteurs pour nous de l'instauration du DU. Le DU a 10 ans maintenant et c'est grâce à elle tout particulièrement. Il y a bien d'autres personnes qu'il ne faut pas oublier, comme Corinne Alberge, mais sans Charlotte, il n'y aurait pas eu de DU. Voilà donc la Norvège. Population donc 5,4 millions d'habitants, densité 15 habitants au kilomètre carré, taux de natalité pardon, 10 pour 1000 et espérance de vie donc 83 ans. Et là, on note un congé maternité important avec Mm. 100% du salaire, presque un an, ou 80% du salaire, plus d'un an, un congé paternité de 15 semaines, et les deux parents peuvent partager 46 semaines à 100% ou 56 semaines à 80%. Charlotte, tu es là? Oui, je suis Allez. là. Merci beaucoup de m'inviter à ce webinaire. Et je suis particulièrement contente, bien sûr, puisque justement c'est en lien avec Toulouse, ce qui me fait très plaisir. Donc en fait, je vais vous parler, je vais faire un focus en fait sur la Suède et la Norvège. En fait, je suis suédoise et j'ai des liens très étroits avec la Suède. Donc du coup, voilà, deux pour un, la Suède et la Norvège. Juste pour vous dire que la Scandinavie est quand même un particulier en Europe et ça regroupe 28 millions d'habitants. Donc pas tant que ça. C'est l'Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark. Et comme vous l'avez vu, en fait, la mortalité néonatale est très faible. Le taux de prématurité est assez bas aussi dans les pays scandinaves. Et comme ça a été dit, en fait, les congés parentaux sont prolongés d'un an à partager entre les deux parents et assez flexibles. C'est-à-dire qu'on peut utiliser cette année-là durant les 8 premières années de l'enfant. Donc, flexibilité. Diapo suivante. Donc pour un peu comprendre un peu les spécificités scandinaves là, dans le cadre de ce webinaire, je pensais que c'était important de parler d'abord de la place de l'enfant dans la société, car c'est particulier. Le fait que dans les pays scandinaves sont très focalisés sur le fait d'avoir des registres sur les données de santé. Et après, on va parler des dépistages et prises en charge qu'il y a donc en Suède et en Norvège, et après quelques mots de conclusion. Donc, diapo suivante. Donc, tout d'abord, la place de l'enfant dans la société, en fait, dans les pays scandinaves, il y a, vous savez, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, qui est une convention stricte et difficile, en fait, à appliquer dans le monde pour les droits de l'enfant. Mais en fait, cette convention, elle est inscrite dans la législation des pays scandinaves, et en particulier dans celle de la Suède et la Norvège. Et donc, le bien-être de l'enfant est vraiment une priorité nationale. Et dans la plupart des enquêtes OCDE sur l'enfant, on voit quand même que la Scandinavie est en tête.
Et un peu le principe, c'est que tous les enfants ont accès à la même qualité de soins, sans discrimination basée sur le faible âge gestationnel, le faible poids de naissance ou le degré de handicap. Et la parole de l'enfant est très importante. Dès que l'enfant, en fait, dès 8-9 ans, déjà, sa parole va vraiment compter. 12 ans de façon très importante. Mais nous parlons des tout petits enfants ici. Et donc là, les parents sont vraiment les primary caregivers, c'est-à-dire vraiment la voix de l'enfant et doivent être au plus près de leur enfant et responsables de leur enfant, même à l'hôpital. Diapo suivante. Donc juste pour vous montrer, enfin c'est une petite illustration en fait, parce que là maintenant j'habite en Norvège depuis 1 an et demi. Et la fête nationale norvégienne, en fait, ce n'est pas des défilés militaires, c'est des défilés d'enfants. Énormes, avec des milliers et des milliers d'enfants. Juste encore, enfin voilà, une petite illustration de la place que prennent les enfants dans la société norvégienne. Diapo suivante. Deuxième élément, après donc la place de l'enfant, c'est la place des registres. En fait, tous les habitants des pays scandinaves ont un numéro personnel et ce numéro personnel est donc lié, présent dans différents registres où on enregistre des comportements, des données de santé. Et donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de registres possibles. Diapo suivante. Et en ce qui concerne la néonatologie, il y a des registres dans tous les pays scandinaves sur tous les enfants qui ont été hospitalisés en néonatologie. Et ce registre continue à la sortie de néonatologie jusqu'à l'âge de 5 ans et demi. Et ce qui est particulier en plus, c'est que ces résultats sont accessibles au grand public. Donc il n'y a rien de confidentiel. Diapo suivante. Donc maintenant, si on va un petit peu là dans le dépistage, la prise en soin précoce du bébé et sa famille, donc là, on va parler plus particulièrement de la Suède et de la Norvège. Alors, de façon générale, ce qui correspond au PMI en France, eh bien, cela existe en Norvège et en Suède. En Suède, on appelle ça Barnavårdscentral, on appelle ça ou BVC, je vais l'appeler, ou Helsestation, ça c'est en Norvège. Et donc, ce sont des unités de suivi unique de 0 à 5 ans. Dans tout le pays, que ce soit la Suède ou la Norvège, même organisation, même protocole de suivi, donc totalement homogène. C'est accessible, équitable, gratuit. Et donc en Norvège, où le nombre d'habitants est de 5 millions. C'est un pays assez grand, en fait, trois quarts de la France. Il y a 1200 PMI ou Health Station. Et en Suède, où il y a le double d'habitants, 10 millions d'habitants, à peu près la même surface de pays, 942 PMI ou BVC, ce qui montre qu'en Suède, c'est quand même beaucoup plus centralisé. Alors que la Norvège, que l'on habite sur une toute petite île tout au nord de la Norvège, eh bien, il doit y avoir une PMI à proximité, en fait. Le fonctionnement général de ces PMI, donc pour tous les enfants, tous les nouveau-nés, jusqu'à l'âge de 5 ans, il y aura toujours une infirmière, psychologue, assistante sociale, médecin, la plupart du temps un médecin généraliste, avec accessibilité jour de semaine, soit il y a les sans rendez-vous ou avec rendez-vous. Et durant la première année, il y a des visites à domicile qui sont prévues, au minimum 3 visites. Diapo suivante. Et donc, au sein de ces PMI, BVC en Suède, LC Station en Norvège, ils ont vraiment disons leur objectif, c'est suivi, dépistage et prévention. Donc, il y aura un suivi du langage, du neurodéveloppement, du comportement de l'enfant, du vision, de l'audition, de la croissance, mais aussi un focus sur le soutien de la parentalité, que ce soit en individuel ou en groupe. On parle du tabac, du tabagisme passif, de l'alcool dans l'environnement de l'enfant. On parle des conditions de vie au domicile, la prévention des accidents domestiques, aussi des vaccinations et aussi l'importance de la santé bucco-dentaire. Et tous les enfants avant 1 an vont avoir une visite chez le dentiste déjà. En gros, on dit dès la première dent. Et pour avoir, disons, des critères de qualité, il y a des critères de qualité nationaux qui sont utilisés en Norvège et en Suède, qui sont l'exposition au tabagisme passif, le taux d'allaitement, les caries à 3 ans et le taux de vaccination ROR, et aussi le taux d'exposition aux antibiotiques. Et comme ça, voilà, on voit un peu la santé globale des enfants tout petits dans les pays nordiques. Dans ces PMI, dans ces PMI, il y a un suivi renforcé pour les enfants qui sont sortis d'un service de néonatologie.
et on s'appuie sur des outils d'évaluation qui sont standardisés. Donc, dans ces PMI, on va envoyer aux parents des questionnaires que vous connaissez, ASQ, à 12 mois, 2, 3, 4 et 5 ans et demi. Il y aura une évaluation de langage. Ça, bon, il y a plein d'évaluations de langage possibles. Ça, c'est le SATS, qui est un peu en combinaison de plusieurs grilles, disons, qui va être faite à 2 ans. Et avant le début de l'école, vers 5 ans et demi, en fait, là, il y aura une évaluation au sein de ces PMI globales avec implication assez facile de l'équipe pédagogique et psychologique de l'école. Diapo suivante. Donc ça, c'est les PMI qui suivent donc des enfants vulnérables. Mais en renforcement, les enfants vulnérables vont aussi avoir un suivi à l'hôpital. Pas forcément l'hôpital universitaire, le type 3, c'est l'hôpital duquel l'enfant est sorti. C'est-à-dire ça peut souvent être un hôpital périphérique, de type 2 par exemple, et c'est là que se fera la majorité des suivis. Les enfants suivis, là, on est plus strict que dans les pays où on a vu précédemment. En fait, c'est les enfants, on considère vulnérables les strictement moins de 28 semaines ou moins de 1000 grammes. Les enfants donc, qui ont des atteintes cérébrales, vous pouvez les lire, là, je ne détaille pas. Des complications de la prématurité comme la bronchodysplasie pulmonaire, les enfants très hypotrophes, mais aussi les enfants en néonatologie que l'on a repérés avec des difficultés de régulation, régulation de l'alimentation, du sommeil, des interactions, du comportement. Et il peut y avoir des enfants aussi sortis de néonatologie qui ne rentrent pas dans les critères que je viens de vous donner, mais du fait de défauts de régulation très importants, vont secondairement être inclus dans cette filière de suivi. Les âges clés, c'est 1 à 2 ans après la sortie de néonat, 6 mois et 12 mois d'âge corrigé, puis 3 ans et 5 ans et demi d'âge chronologique, avec une équipe multidisciplinaire, médecin, puéricultrice, kiné, psychologue, pas de psychomotricien. En fait, il n'y a pas cette tradition-là dans les pays scandinaves. Et en fonction, on peut rajouter des ressources avec une évaluation systématique, pédiatrique, neurologique, alimentation, croissance, développement psychomoteur, communication, interaction et ou toujours aussi quel est le besoin de la famille pour arriver à aider cet enfant. Diapo suivante. Et donc, les deux âges clés vraiment où il y a une évaluation très systématisée avec une visioconférence de restitution avec les parents. On utilise de plus en plus la visioconférence puisqu'on voit que c'est compliqué de réunir tout le monde au même endroit. Donc, à 2 ans, je vous laisse lire les différents outils, mais je pense que c'est à peu près les mêmes qui sont utilisés en France. L'examen neurologique fait par le pédiatre est standardisé, c'est la mère Smith. Après, les autres tests, c'est souvent en fait les psychologues ou kinés qui vont les faire. À 5 ans et demi, d'autres types de batteries de tests qui sont aussi assez semblables à ce qui est utilisé en France, avec quand même aussi un questionnaire qui est donné aux parents à 5 ans et demi sur le comportement et le bien-être psychologique de l'enfant. Et on peut aussi donner ce questionnaire, en fait, voilà, à la crèche ou la maternelle, disons, pour avoir une idée plus claire. On s'est rendu compte en Norvège et en Suède que bon, il y a des enfants vulnérables, voilà, qui en sont entre 28 et 32 semaines. On ne parle pas des 32-36. Ceux-là, on les considère en gros possibles de suivre par les PMI standards, mais 28 à 32, on les appelle intermédiaires. Mais là, en fait, ils seront suivis par ces fameuses PMI, mais avec des questionnaires en plus à 2 ans et 5 ans et demi, et avec un examen neurologique plus standardisé par un pédiatre. Toutes les données qui sont enregistrées vont être rentrées dans les registres des données pour avoir des données nationales sur le suivi. Diapo suivante. Et donc là, c'est juste pour vous montrer deux initiatives. C'est une initiative norvégienne sur les mouvements généraux par un kinésithérapeute qui travaille à Trondheim, c'est, vous voyez le rond rouge, où justement, il a fait une étude, il a regardé les parents qui filment leur enfant à domicile. Les films sont envoyés à ce centre et ils sont interprétés soit par un expert, soit par intelligence artificielle. Je vous ai mis l'article, c'est intéressant et très prometteur. Diapo suivante.
Et une autre initiative qui est celle-ci suédoise, qui est de Stockholm en fait, qui est une initiative en fait où on a randomisé 130 enfants sortis de néonatologie et donc extrêmes prématurés dans vraiment le groupe des enfants très vulnérables, soit un suivi standard comme je vous ai décrit, soit un suivi plus rapproché avec des visites à domicile 10 fois la première année et en plus 2 appels téléphoniques. Et en fait, cette étude randomisée s'est sortie là cette année. En fait, il n'y a pas de différence vraiment dans les interactions parents-enfants à 12 mois, mais les enfants de mères qui ont été, disons, vus comme dépressives avaient comme une capacité à s'engager dans la relation qui était un peu améliorée. Donc, à suivre. Diapo suivante. Et donc, en synthèse, pour les pays scandinaves, l'enfant est vraiment, structurellement, vraiment par la loi, par ce qu'on attend des parents, en fait, central dans la société scandinave. Les parents sont les co-régulateurs. Il y a un suivi systématique national, gratuit, le même pour tous à la PMI, avec un soutien hospitalier pour les plus fragiles, mais souvent en hôpital périphérique, pas en hôpital universitaire. Et en ce qui concerne la formation, ce sont des formations obligatoires pour les professionnels qui participent à ces suivis. Et en ce qui concerne les prématurés, les enfants vulnérables suivis dans les hôpitaux périphériques, eh bien, cette formation peut être soutenue en partie, bien sûr, par les hôpitaux universitaires. Voilà, là, vous avez les guides de suivi. Le guide de suivi de Suède a été établi en 2015, la dernière version, 2000, pour la Norvège 2007, et une nouvelle version est en train de s'écrire où on intègre vraiment de façon plus précise les mouvements généraux. Voilà, merci pour votre attention. Vous avez coupé le micro. On t'entend pas, On Bruno. n'entend pas, il n'y a pas le micro. Non. Alors, non, je vais en remercier Charlotte et on donne la parole au Canada avec le docteur Tiffaine Mialet, donc qu'on remercie beaucoup pour sa présence. Alors, au niveau présentation, donc chef de clinique de réa néonat au CHU de Rennes en 2011 décide de poursuivre sa formation par une surspécialisation de 2 ans en réa néonatal au CHU Sainte-Justine à Montréal et de 1 an en suivi neurodéveloppemental des grands prémas, toujours au CHU de Sainte-Justine à Montréal. 2014-2022, elle devient professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal. Et là, elle est aujourd'hui pédiatre et néonatologiste à la clinique Ambroise Paré, Toulouse, France. Voilà. Voilà, Donc, Tiffaine. pour le Canada, population 38 millions, la densité, c'est la plus faible, 4 habitants par kilomètre carré. Le taux de natalité environ 10 pour 1000, espérance de vie de 82 ans. Voilà, et au niveau des autres renseignements, le congé maternité, 15 à 18 semaines, donc selon la province. Voilà, congé paternité, 5 semaines, et congé parental, 35 semaines pour le Canada, 40 pour le Québec. Voilà, Tiffaine, on vous laisse la parole. Donc, je vous remercie de m'avoir conviée pour effectivement parler de mon expérience canadienne, plus spécifiquement québécoise, où j'ai eu la chance d'exercer pendant plus de 10 ans. Donc, dans deux unités de niveau 3 comme néonatologiste, mais également dans le cadre des suivis des prématurés. Donc, au Canada, ça s'appelle les cliniques de suivi néonatal. Donc, diapositive suivante. Donc, l'organisation des soins pédiatriques au Québec, c'est un peu équivalent à celle qu'on a entendue en Belgique et en Hollande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pédiatre de première ligne de proximité. En fait, tous les pédiatres exercent en centre hospitalier, donc les enfants sont essentiellement suivis par les médecins de famille. Diapositive suivante. Euh, il, euh, Tout ce qui est vaccination, prévention, suivi de proximité se fait en CLSC. Donc, ce sont les centres locaux de services communautaires. Donc, c'est l'équivalent de la PMI. Donc là, on retrouve un petit peu ce qui est fait dans les pays scandinaves avec, dans ces centres, des infirmières qui sont formées de façon spécifique, qui font les vaccins, qui font le suivi, qui font la prévention. Il y a également des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, des kinés, des nutritionnistes dans tous ces centres-là et des médecins aussi qui sont donc des médecins généralistes. Comment ça se passe le suivi? En sortie de néonat, tous les enfants de moins de 30 semaines vont être suivis en centre de niveau 3, donc dans les consultations spécialisées, c'est-à-dire à la clinique de suivi néonatal. Les enfants entre 30 et 35 semaines, eux, vont être suivis en centre hospitalier de type 1 ou de type 2.
Et les enfants de plus de 35 semaines devraient en théorie être suivis par leur médecin traitant. Mais concrètement, il y en a un certain nombre qui n'ont pas de médecin et qui sont donc dans un vide médical. La prise en charge des soins se fait à 100%, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a en France avec la sécurité sociale. Gratuité complète des soins médicaux et paramédicaux dans les centres hospitaliers, bien évidemment si les soins sont ouverts et les cartes d'assurance maladie sont à jour. Les soins au privé sont pris en charge par les assurances de la famille et même si la famille a des assurances, il y a quand même une partie qui reste à charge pour les parents. Donc, quelques chiffres, vous l'avez abordé en introduction. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que si vous comparez le Canada et la France, on est à peu près sur un nombre de naissances prématurées équivalent. Si on compare le Québec et l'Occitanie également. Vous pouvez remarquer qu'en France, donc, il y a 68 millions d'habitants, au Canada 40 millions d'habitants. La seule différence, c'est que le Canada fait 18 fois la France. L'Occitanie, elle fait... le Québec, en fait, fait 23 fois l'Occitanie. Donc, en termes de densité de population, on est sur du simple au centième. C'est-à-dire qu'au Canada, il y a 3 habitants par kilomètre carré. En France, il y en a 100 par kilomètre carré. Donc, ce qui veut dire que pour l'accessibilité aux soins, c'est un gros enjeu au Canada. C'est-à-dire que les parents sont obligés de faire beaucoup, beaucoup de routes. Il y a donc pas mal de bébés sans médecin traitant, sans suivi. On a aussi au Canada beaucoup de populations qui est issue de l'immigration avec les enjeux d'origine, de culture, des patients en situation de précarité, avec également des manques chroniques de services, de places en crèche, etc. Donc, comment s'organisent les soins? Donc, les soins pour les enfants prématurés se font en clinique de suivi néonatal. Donc, c'est des équipes multidisciplinaires qui sont formées de façon spécifique avec des infirmières, des physiothérapeutes, donc c'est l'équivalent des kinés. Il n'y a pas effectivement de psychomotricité au Canada. Ce sont en fait les ergothérapeutes qui prennent en charge l'oralité, qui prennent en charge la motricité fine, tous les enjeux neurosensoriels. On a des psychologues et des neuropsychologues, des orthophonistes et des médecins qui ont eu des formations spécifiques. Donc, soit des néonatologistes qui font des années de surspécialisation en suivi néonatal, donc en développement de l'enfant prématuré, soit des pédiatres qui, eux, ont suivi une spécialisation en neurodéveloppement. Donc, 2 années minimum de surspécialisation pour ces pédiatres-là. Comment s'organisent les soins? Donc, au Québec, il y a 6 cliniques de suivi néonatal. Donc, juste pour un petit rappel, le Québec, ça fait 3 fois la France en termes de superficie. Donc, 6 cliniques qui sont réparties sur le territoire. En fait, il y en a 4 à Montréal, 2 qui dépendent de l'Université de Montréal, donc c'est celle de Sainte-Justine et de Maisonneuve-Rosemont, et 2 qui dépendent de l'Université McGill, donc anglophone, qui sont le Jewish Hospital et le Montreal Children's Hospital. Il y a une autre clinique de suivi néonatal à Sherbrooke, donc dans l'est du pays, et à Québec, enfin, dans l'est de la province, pardon, et une au nord à Québec. Au total, au Canada, il y a 29 cliniques de suivi néonatal. Les critères de suivi, vous pourrez les lire tranquillement, mais ce sont à peu près les mêmes que ceux qui ont été décrits dans les autres pays, si ce n'est que on suit les moins de 30 semaines ou les prématurés de 30 à 33 semaines avec un poids de naissance de moins d'1,5 kg. Les sarnates supérieures à 2, les enfants qui ont été refroidis, toutes les infections congénitales, les bébés ayant eu une exsanguinotransfusion ou une anémie néonatale sévère. Je vous inviterai à lire cette diapositive, on va passer rapidement. Comment s'organise Pourquoi en fait il y a des cliniques de suivi néonatal? Ça permet effectivement d'avoir une prise en charge multidisciplinaire précoce à chaque consultation. Donc on a un mandat essentiellement de diagnostic et de suivi, mais pas forcément de traitement. Le traitement va se faire dans d'autres institutions. On va évaluer pas à pas toutes les étapes de développement, donc la motricité globale, fine, le langage, le comportement, puis ensuite les difficultés scolaires. Et ça va permettre de mettre en place une intervention précoce sur ces problèmes de développement. Diapositive suivante. Il y a également au sein de ces cliniques de suivi néonatal un volet de recherche et d'évaluation, également de la qualité des prises en charge en réanimation et soins intensifs. Donc là, on retrouve un petit peu ce qui est fait dans les pays scandinaves avec ces histoires de registres. Il y a la même chose au Canada. Il faut savoir que tous les enfants qui naissent prématurément au Canada, toutes leurs données sont recueillies dans un registre national qui est le Canadian Neonatal Network, où toutes les informations concernant l'enfant sont anonymisées et rentrées dans des tableaux Excel qui recueillent toutes les informations. Au sein de la clinique de suivi néonatal, il y a le même registre, mais simplement pour les moins de 29 semaines. Dans ce registre s'appelle le Canadian Neonatal Follow-up Network, donc ça s'appelle le CNFN.
Ce registre nous permet d'avoir donc accès à toutes les informations concernant les patients et nous, au sein des différentes cliniques, on a aussi des temps où on partage les informations, que ce soit au niveau provincial et canadien, national, où on fait des réunions tous les mois, tous les 2 mois, où on va parler d'un thème particulier pour partager nos bonnes pratiques et pouvoir un petit peu améliorer nos prises en charge. Diapositive suivante. Donc, à quel moment ont lieu les consultations? Donc, on fait un examen à l'avant la sortie de néonatologie qui est fait par l'équipe de suivi néonatal. 1 mois après la sortie de néonatologie, on fait un examen à 4 mois d'âge corrigé, à 9 mois d'âge corrigé, à 12 mois d'âge corrigé, entre 18 et 24 mois, à 3 ans, à 4-5 ans et à 6-7 ans. Celui-là n'est pas obligatoire, c'est vraiment au besoin. Diapositive suivante. Donc, en fin d'hospitalisation, il y a au moins le médecin, l'infirmière et la physiothérapeute, c'est-à-dire la kiné, qui va faire le premier examen dans la chambre de néonatologie. Donc là, bien sûr, on prend contact avec la famille, on explique les modalités du suivi à la clinique de suivi des prématurés. On va recueillir toutes les informations médicales, le parcours d'hospitalisation, on va examiner l'enfant, on va évaluer sa croissance, son alimentation, faire le premier examen neurodéveloppemental. Et là, on va faire une évaluation standardisée avec un GMA et le Hammersmith. Donc là, je vous ai mis sous la forme d'un tableau les différents suivis. Vous pouvez voir qu'à chaque rendez-vous, il y a le médecin et un professionnel qui varie selon l'âge de l'enfant. Il y a juste à 9 mois d'âge corrigé où c'est seulement un rendez-vous avec le médecin seul. Donc, à chaque fois, il y a des examens de la croissance, des examens cliniques et du développement. Et à chaque fois, à partir de 3-4 mois d'âge corrigé, on recueille la SQ qu'on va garder à chaque rendez-vous. Il y a aussi certains questionnaires qui vont être adaptés selon l'âge de l'enfant. Je vous inviterai à regarder ce tableau. Mais à 18 mois, ça va être le CBCL pour le comportement et des questionnaires spécifiques de langage. On essaye au sein du suivi de mettre de façon régulière des évaluations standardisées. Donc, quand l'enfant est petit, c'est le GMA et l'AIMS et le AIN. Donc, le AIMS, on vous en a parlé pour la Belgique. Donc, c'est le Alberta Infant Motor Scale qu'on continue jusqu'à l'âge de 12 mois d'âge corrigé. Ensuite, on ne fait plus cette échelle et on va changer à 18 mois pour faire le Bayley 4 et la DOS si on a des suspicions de TSA. À 3 ans, on fera le Peabody. Je vous inviterai à le regarder par vous-même. Et 4-5 ans, on n'a pas d'évaluation standardisée, mais on peut référer pour faire un WISP si on a des inquiétudes particulières. À la clinique de suivi néonatal, le suivi s'arrête à 6-7 ans et les enfants ensuite sont référés dans ce qu'ils appellent les cliniques des troubles d'apprentissage. Donc, nous, on suit régulièrement ces enfants. Si on voit qu'il y a des déviances par rapport à la norme ou des inquiétudes particulières, on va référer ces enfants vers des structures spécifiques, multidisciplinaires, qui sont un peu équivalentes aux CAMS qu'on a en France. Donc, soit ces enfants sont référés d'emblée dès la sortie de néonatologie, si vraiment il y a des critères de gravité importants, soit l'examen clinique est pathologique, soit l'enfant a une hémorragie intraventriculaire grade 3 ou 4 ou une leucomalacie bilatérale. À ce moment-là, on le réfère directement. Soit suite à nos premières évaluations, souvent entre 4 à 9 mois, on essaie de référer précocement ces enfants-là pour la simple et bonne raison que le suivi, la prise en charge était assez longue pour commencer à être pris dans ces centres-là. Donc, nous, on fait le suivi au départ et ensuite, une fois que l'enfant intègre ces centres de réadaptation, on arrête le traitement à la clinique de suivi. Donc, il y a des centres de réadaptation qui sont pour la déficience physique, donc paralysie cérébrale, hémiplégie. Il y a des centres de réadaptation spécifiques pour tout ce qui est déficience intellectuelle, donc retard global de développement, autisme, déficience intellectuelle, et des centres de réadaptation pour les personnes avec des enjeux neurosensoriels, sourdes, malentendantes ou avec déficience visuelle. Donc, la diapositive précédente, c'était pour les enfants les plus graves. Les enfants qui ont une atteinte légère à modérée vont être référés vers les CLSC. Donc, comme je vous disais en introduction, c'est l'équivalent de la PMI. Ça, ils peuvent être référés à tout moment. Donc, il y a effectivement des médecins sur place, des physiothérapeutes, ergothérapeutes, nutritionnistes. Il y a des ateliers de soutien à l'allaitement. Ils peuvent louer des tire-laits. On peut les accompagner pour tout ce qui est nutrition, alimentation. Il y a aussi des groupes de stimulation, c'est-à-dire des groupes où il y aura plusieurs enfants avec un professionnel
professionnels qui vont être évalués en même temps. Donc, nous, on avait tendance à référer nos patients quand on constatait soit des retards de langage qui nous semblaient peu sévères, notamment retard de langage expressif avec un langage réceptif normal, ou si on sentait que les parents n'avaient pas une stimulation tout à fait adéquate à la maison. Il y a également dans ces centres des groupes d'habilité sociale, il y a des groupes de parents, ils peuvent rencontrer des travailleurs sociaux pour avoir des informations sur les aides possibles et des psychoéducateurs. Diapositive suivante. Les patients peuvent également, surtout dans les centres de périphérie de région, ils peuvent être référés vers les centres hospitaliers de proximité, où là, ils peuvent être pris en charge en physio et en ergo, avec le bémol que souvent, ces professionnels ne sont pas spécialisés complètement pour la petite enfance et la prématurité. Là, dans ces centres-là, la prise en charge se fait à 100%, mais il y a assez peu de place. Les parents, en dernier recours, peuvent se tourner vers le privé, mais là, ça représente un coût non négligeable pour les familles. Diapositive suivante. Donc, comment ça se passe pour les aides pour les familles? Donc, il faut savoir qu'avoir un enfant prématuré au Canada, ça coûte cher. Donc, juste pour revenir sur la durée du congé maternité, au Canada ou au Québec, le congé maternité dure 12 mois. Il peut être partagé entre le père et la mère avec effectivement un congé paternité de minimum 5 semaines. Donc, les parents sont tout à fait disponibles la première année. La deuxième année, ils sont souvent obligés de s'arrêter parce que il n'y a pas de place en crèche, parce qu'il faut avoir un retrait préventif pour l'enfant, notamment s'il a eu des gros enjeux pulmonaires. Et l'accessibilité aux soins, comme je vous le disais, est difficile parce que c'est un très grand pays et on essaye de centraliser les soins. Donc, les patients doivent faire beaucoup de routes. Moi, j'avais des patients qui faisaient 600, 700 km pour venir à leur rendez-vous tous les 3 mois à la clinique de suivi. Il y a des aides qui sont financières, donc il y a un supplément pour enfants handicapés, donc c'est à peu près 230 dollars par mois, qui est valable pour 2 ans, qui est renouvelable, qu'on attribue d'office aux parents d'enfants de moins de 28 semaines ou de moins de 1000 grammes, ou alors qui sont qu'on donne pour les familles dont on évalue le besoin suite à une atteinte significative concernant leur enfant. Donc ça, c'est nous qui remplissons le certificat médical. Au sein national, au sein du Canada, il y a la prestation spéciale de l'assurance emploi pour proches aidants. Donc ça, c'est valable pour les prématurés de moins de 33 semaines, c'est d'emblée. Et ça, c'est proposé en relais du congé maternité pour un maximum de 52 semaines. Donc en gros, la deuxième année, les parents peuvent bénéficier d'une aide de 55% de leur salaire au maximum. Et enfin, il y a le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc ça, c'est pour les patients les plus sévères. Les critères sont stricts et assez restrictifs. Il y a des aides aussi en termes professionnels ou matériels, c'est-à-dire que si l'enfant va collectivité, il faut savoir qu'au Canada, au Québec, l'école commence à 5 ans, donc avant les enfants vont en garderie jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc là, il peut y avoir des allocations pour la crèche, pour l'achat de matériel, donc c'est l'allocation pour intégration d'enfants handicapés en service de garde. Donc cette allocation est valable que ce soit pour du matériel, des chaises spécifiques ou pour du personnel, orthophoniste, éducateur spécialisé. En milieu scolaire, il peut y avoir aussi des aides pour avoir des orthophonistes, des orthopédagogues, des psychoéducateurs. Et il existe aussi une aide pour avoir du matériel, par exemple l'achat d'ordinateurs, c'est l'allocation pour besoins particuliers en milieu scolaire. Évidemment, il y a des associations qui sont très dynamiques. Donc, l'association principale, c'est Préma Québec, qui est très, très active et qui a des interlocuteurs dans toutes les unités de néonatologie. Il y a des associations de parents pour les parents de grossesse triple, de jumeaux. Voilà, ça, je vous inviterai à les regarder. Ils sont assez dynamiques. Diapositive suivante. À chaque consultation, on donnait des outils de guidance pour les parents que nous avions développés, à la fois sur comment se développe l'enfant sur le plan moteur global, la motricité fine, vraiment le développement neuromoteur, mais aussi sur le langage. Et donc ça, ils avaient ces documents-là d'un rendez-vous sur l'autre, et ça leur permettait de leur donner un petit peu un état des lieux sur ce que doit faire l'enfant à tel moment. Diapositive suivante. Ils ont aussi des outils utiles sur les sites internet, notamment le site Naître et Grandir et le site développementenfant.ca qui était bien fait puisqu'il y a des capsules vidéo pour chaque âge d'intérêt avec chaque sphère évaluée, que ce soit l'oralité, que ce soit la motricité globale, fine, le langage. Donc ça, c'est des outils qui étaient très utiles pour les parents. Diapositive suivante.
Donc l'association Préma Québec a aussi beaucoup de capsules vidéo. Donc ça, c'était bien pour être en recours pour les parents, notamment les parents qui sont en région éloignée, qui ne peuvent pas avoir accès à des professionnels de façon régulière. Ils pouvaient s'aider de ces capsules vidéo. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va continuer donc avec la Colombie et remercier Madame Charpak d'être présente. Madame Charpak, c'est une figure importante dans le domaine de la pédiatrie et de la néonatologie, en particulier pour son travail novateur sur les soins bébés prématurés et sa défense de la méthode kangourou. Elle a considérablement influencé la prise en charge des nourrissons fragiles et ses publications ont eu un impact sur les pratiques médicales internationales en matière de soins néonataux. C'est une chance extraordinaire de l'avoir avec nous. Pour tous ceux qui doivent aller travailler, vous pouvez revenir sur le site de RPO et voir le replay ainsi que les différentes questions qui vont être posées à la fin. Donc la Colombie, 52 millions d'habitants, une densité de 44 par kilomètre carré, un taux de natalité de 14 pour 1000 et une espérance de vie à 77 ans. Le congé de maternité, donc 18 semaines, paternité 2 semaines et congé parental, donc pas de congé parental formel, mais les parents peuvent donc parfois négocier des congés non payés. Madame Charpak, merci beaucoup, c'est à vous. Avec le micro. On ne vous entend pas. Mais là, vous m'entendez. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Je veux juste rajouter une chose, c'est qu'il y a une loi qui a été votée en 2011 et qui permet à la famille qui a eu un enfant prématuré de récupérer toutes les semaines qui sont en dessous de 37 semaines. Et c'est un temps qui allonge le congé maternité. Hein. Donc, c'est important parce qu'on s'est beaucoup battu pour ça. Donc, ça permet aux mères de rester avec leur enfant dès le début. Alors, je vais juste vous présenter rapidement le DPS qu'on a installé dans un endroit où il y avait, d'une certaine façon, rien, sinon des consultations privées ou publiques, mais rien d'organisé. La Fondation Kangourou, donc là, vous avez déjà présenté les chiffres. Euh, Continuons. Alors attendez, moi je passais aussi, mais on va. Là, c'est votre diapositive ou la mienne? C'est votre diapositive. Alors voilà. Donc, je vais quand même juste dire quelque chose sur la méthode kangourou colombienne, puisque les programmes mère kangourou viennent de l'application de la méthode kangourou colombienne, qui a été développée dans les années 70, qui a été adoptée maintenant par des unités de soins intensifs euh, dans le monde entier et il y a des pays dans lesquels c'est une politique de santé publique, en Asie, en Amérique latine. Elle améliore non seulement la survie des prématurés, mais leur qualité de vie. Et il y a des bénéfices à court, moyen, long terme pour l'enfant, la mère et la famille, basés sur les évidences scientifiques. Les derniers, c'est sur le kangourou comme protection cérébrale. Mais je ne vais pas parler de ça. Je vais simplement dire que les enfants, une fois qu'ils régulent leur température et qui il y a des critères d'inclusion très précis. Une fois qu'ils régulent leur température en position kangourou vont sortir dans un programme qui s'appelle le programme Mère Kangourou, qui les suit jusqu'à l'âge de 40 semaines d'âge corrigé et qui ensuite fait un suivi à haut risque d'un an ou 2 ans selon les cas. La suivante. Alors, la définition de la vulnérabilité, on a été beaucoup plus ample que tout ce qu'on a entendu. On a considéré que tous les enfants le moins de 37 semaines étaient vulnérables. Et on a rajouté à partir de 2008 les enfants de moins de 2500 grammes, en considérant que les enfants à terme qui naissent de moins de 2500 grammes sont vulnérables parce qu'ils ont eu une asphyxie chronique dans le ventre de leur maman. Donc, on les a aussi inclus. Donc, l'idée, c'est faire de la santé publique, c'est de suivre tous ces enfants. Donc, pour la maman, la vulnérabilité, c'est quand elle est seule, avec ou sans appui. Pour les deux, quand ils vivent loin de l'hôpital, avec des difficultés économiques pour venir visiter leur enfant, le ramener. Le suivant, est-ce qu'il y a un suivi spécifique? Oui. Donc, le ministère de la Santé, la dernière actualisation, c'est 2017. C'est les règles kangourou
qui doivent s'appliquer dans un programme kangourou avec les activités minimum qu'il faut faire pour cet enfant jusqu'à ce qu'il ait 1 an ou 2 ans d'âge corrigé. Et il y a également une résolution du ministère de la Santé sur la route materno-périnatale que en Colombie, quand on voit un enfant qui a eu moins de 37 semaines, il devrait être dans un programme mère kangourou. Hein. Il y a 64 programmes mère kangourou tout autour du pays. Bogota, c'est 8 millions d'habitants, il y a un accès de 100%, Medellín aussi. Les grandes villes, en règle générale, ont un bon accès à un programme kangourou. C'est parfois plus difficile et c'est la raison. Le système de santé, vous avez les assurances publiques et privées. Le kangourou est inclus dans ce qu'on appelle le plan obligatoire de santé. Donc, ils doivent payer pour le kangourou. La suivante, on est très content parce que le 6 novembre, il y a une loi qui est passée au Sénat sur laquelle on a beaucoup travaillé et elle est curieuse. En fait, ce n'est pas une loi qui coûte réellement, c'est une loi qui dit que tous les enfants prématurés de petit poids de naissance doivent avoir un accès à un programme kangourou qui suit les règles du ministère de la Santé. D'accord? Donc, avec ça, ça permet, s'il vit très loin, eh bien, de dire à l'assurance santé, vous devez lui payer le voyage et également l'auberge dans laquelle il va rester au début. Donc, c'est déjà un point. En 2023, les programmes kangourous ont suivi 37 000 enfants. C'est quand même pas mal, ça correspondait à 76% de la population candidate. Donc on a encore du travail, mais on va y arriver. On veut arriver à quelque chose qui soit proche de 100%. Le paquet kangourou que payent les assurances santé ont plusieurs morceaux dans l'année. C'est moi qui l'ai fait, je le connais parfaitement. C'est pas en France où j'ai appris le prix d'une échographie ou d'une seringue. Je l'ai appris effectivement en Colombie et c'est basé sur un certain volume et ça permet de couvrir le fonctionnement de la consultation de suivi telle que je vais vous la montrer. La suivante. Alors, à partir de quel âge jusqu'à quel âge? Eh bien, ça commence en salle d'accouchement. Hein. La méthode kangourou, surtout maintenant que l'OMS a publié son kangourou immédiat qu'il faut débuter dès le début. Donc, ils commencent dès le début, on les suit ensuite dans l'unité néonatale et ensuite ils sortent. Le but ici en Colombie des parents, c'est pouvoir sortir leur enfant à la maison. D'accord? Donc, ils apprennent à le porter en kangourou, à lui donner à manger et ils sortent avec le bébé en position kangourou dans un programme mère kangourou. Il y a déjà 30% des programmes qui ont un suivi jusqu'à 2 ans. Ensuite, l'enfant est envoyé à son assurance santé où il verra un pédiatre. Certaines assurances santé ont des suivis de haut risque, mais les parents ne payent pas. C'est gratuit pour les parents. Tout est gratuit depuis le début, là, jusqu'à la fin du suivi. La suivante, les critères d'inclusion, bah, pour sortir dans un programme kangourou en position kangourou, il y a des critères d'éligibilité, 6 pour l'enfant, 6 pour la mère, 6 pour la famille, c'est très précis, on ne tue pas les enfants. Entre l'éligibilité où l'enfant est stable, il n'a plus de traitement, il peut avoir de l'oxygène jusqu'à un demi-litre. Euh, et 40 semaines, la mortalité est de 0,2%. Elle était beaucoup plus élevée quand les enfants restaient à l'hôpital. Donc, je ne vais pas parler de ça. Il faut aussi que l'enfant, au début, que ça soit en salle d'accouchement, où ça se fait, c'est pas encore généralisé en Colombie, ou en néonatologie, il doit pouvoir être manipulé sans avoir des variations de ses signes vitaux. Et ce suivi est pour tous les prémats et les enfants de petit poids de naissance. Il y a des villes où entrent également tous les enfants qui sont sortis de soins intensifs, même à terme, parce qu'il n'y a pas de suivi pour eux. La suivante. Alors, qui forme l'équipe? Il y a un pédiatre, une néonatologue dans le programme Kangourou. Je n'ai pas beaucoup vu ça, mais nous, on a tout un groupe d'infirmières spécialisées dans l'alimentation maternelle, parce qu'on sait l'importance du lait maternel
pour l'enfant prématuré et la difficulté de l'allaitement maternel pour cet enfant-là. Je dirais que c'est plus difficile que de mettre un enfant en position kangourou. Donc, les infirmières font partie de notre groupe, c'est des professionnels. Il y a les psychologues, la psychologue clinicienne pour les tests de développement, l'auxiliaire infirmière, la suivante. Pour les vaccins, les oxymétries dynamiques, quand on a des enfants qui sortent avec de l'oxygène, il y en a beaucoup puisque c'est des sorties précoces. Il y a la travailleuse sociale, une fois par semaine le rétinologue, puisqu'on fait le screening pour une rétinopathie. Donc, s'il a eu, il a en général, s'il a été hospitalisé, il l'a eu à l'hôpital. Et ensuite, nous, on suit jusqu'à une maturation totale de la rétine. Il y a une opticienne qui regarde les troubles de réfraction à partir de 3 mois, une orthophoniste, une kiné et d'autres disponibilités selon les nécessités. Mais le noyau, il est là, du programme Kangourou. Le suivant, dès la naissance, donc là, vous avez un retard de croissance. L'enfant est dirigé dans un programme Mère Kangourou, soit dans la même institution, soit dans une autre. Toutes les institutions n'ont pas des programmes Kangourou. Il faut un certain volume pour pouvoir fonctionner. Et dans le programme Kangourou, on fait également les vaccins. La suivante puisqu'on les a sous la main. Les outils de dépistage, ben, le screening d'Europe, on n'utilise plus des carters, hein. J'insiste, hein, parce que c'est vraiment très important, c'est la maman qui tient son bébé. Le screening neuro, on fait à 40 semaines l'évaluation d'Amiel Tisson à terme et on fait l'infanib de Patricia Lisson, qui est un test neuromoteur à 3, 6, 9 et 12 mois. On envoie en kiné, tous ces tests ont un but, c'est envoyer c'est l'intervention, d'accord? Le but de tous ces tests, c'est faire une intervention pour essayer que ces déviations dans le développement, on puisse récupérer un maximum. Donc, l'infanib, pourquoi l'infanib? C'est Amiel Tisson qui me l'avait passé en me disant que ça allait me plaire. Mais effectivement, ça m'a pas mal plu parce que c'est intégré dans la consultation et ça résiste à la rotation du personnel. Parce que je vous rappelle que nous, on a une rotation du personnel importante et il faut que ça continue. Donc, c'est les pédiatres ou les néonatologistes qui font l'infanib. On fait un test de Griffith 2 parce qu'il est gratuit et qu'il est bon, hein, plus l'échelle comportementale du BLE2 à 16 et 12 mois. Et on fait une intervention, des exercices, et tout ça, on peut le répéter plus souvent quand c'est nécessaire. La suivante, si on a fait une intervention, on le répète 1 mois et demi après. Donc, audiométrie, on fait émission auto-acoustique et les potentiels évoqués systématisés. Les échographies, ben, on peut les répéter, on vérifie que l'enfant en a une, et si elle n'est pas normale, on la répète. On la répète, elle fait partie du programme Kangourou. La suivante, tout ça, c'est dans le prix que je vous ai mis, 700 à 800 euros. Tout, y compris le lait liquide quand on doit donner un supplément. La réfraction, les myopes, c'est plus fréquent. Monitoring de la croissance, on fait courbe de Fenton et courbe de l'OMS. On les a collées, la suivante. La suivante. Voilà, vous voyez comment on l'utilise. Attendez, l'antérieur, juste pour montrer que c'est important. Vous avez d'abord Fenton et ensuite, à 40 semaines, vous avez l'OMS qui vous permet d'un coup d'œil de voir comment l'enfant grandit. La suivante. Accompagnement spécifique, oui, on les appelle s'ils viennent pas. Il y a un téléphone direct qui est répondu par un pédiatre en dehors des heures de consultation. Au début, ils viennent tous les jours, puis toutes les semaines, puis tous les 6 semaines. Donc, on peut vraiment dire qu'on les voit très souvent. La suivante, on travaille tous dans une pièce. Là, c'est la psychologue qui fait des ateliers pour les grands-parents, les adolescents, etc. La suivante. Financièrement, oui, ne paye pas, c'est l'assurance santé privée ou publique. La suivante. Et on peut faire, alors il y a des évaluations, oui, on a suivi ces enfants sur 28 ans, on a publié là, on fait des coupes statistiques tous les 6 mois. On vient de faire une enquête dans les 65 programmes kangourous, donc on est en train de l'analyser avec déjà des indicateurs. C'est très difficile d'obtenir ça. Et là, on vient de publier aussi sur les déficits visuels auditifs à 20 ans. La suivante.
avec ce genre de suivi. Est-ce qu'il y a des besoins non couverts? Oui. On aimerait bien faire une étude randomisée avec 4 tests qui sont soi-disant prédicteurs de paralysie cérébrale. C'est pas facile à faire, mais on est capable de le faire dans un des programmes Kangourou qui voit 1200 enfants nouveaux par an. On veut le faire pour tous les enfants de moins de 32 semaines. On randomise triade d'Amiel Tisson, Hammersmith, Infanib et mouvements généraux. Et on veut les suivre jusqu'à 2 ans et pour voir celui qui est le meilleur prédictif à 3 mois d'âge corrigé. Malheureusement, c'est quand même cher, même en Colombie. C'est cher parce qu'il faut au moins une pédiatre pour remplacer les pédiatres qui travaillent, etc. C'est pas évident. Mais on cherche des fonds parce qu'on pense que pour nous, tous les tests, l'important, c'est de les répéter et l'important, c'est de les faire pour pouvoir intervenir. D'accord? Faire un test juste pour ça, non. Il faut pouvoir intervenir et voir si on obtient des résultats meilleurs. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que j'en ai encore une. La dernière, elle est juste jolie pour les photos. J'aime beaucoup les photos de la moitié parce que c'est une pédiatre de la consultation avec son mari au-dessus, là, elle a eu un bébé de 31 semaines, 1100 grammes. Et comme il est né dans une clinique privée, la clinique privée a profité pour faire du kangourou dès le début. Et donc, les parents se sont relayés pour porter leur bébé tout le temps. Ça a été très intéressant. Et maintenant, ils font du kangourou tout le temps. La clinique privée, c'est systématique. Parce que les enfants sortent environ 10 jours avant par rapport à avant. Donc voilà, ça c'est un suivi qui va jusqu'à 1 an ou 2 ans, qui a été nouveau, qui existe depuis maintenant presque 30 ans et qui nous permet d'avoir une idée effectivement de comment vont les enfants. Il est probable qu'en Colombie, c'est les seuls, ces enfants vulnérables, à avoir un suivi comme ça. Mais c'est bien, tout le monde est sensible, voilà. Donc si vous avez D'accord. des questions. Merci beaucoup. Donc, chacun peut s'exprimer. Il n'y a pas de questions dans le chat. Non. Donc, Et voilà, on a débordé largement le temps. On s'excuse là pour les participants et pour vous là qui intervenez. Alors, comme il n'y a pas de questions effectivement dans le chat, je ne sais pas si les intervenants veulent amener quelque chose de plus par rapport à ce qu'on a entendu d'un pays à l'autre. Non, non. apparemment. De toute façon, il y a les adresses mail, même pour les participants, si vous voulez, il y a des questions qui arrivent. Donc, on les reçoit et on essaiera d'y répondre. On dit un grand merci à vous tous les Merci à tous. participants. C'était super intéressant. C'est extrêmement bien par rapport à notre cœur de métier et à ce qu'on souhaite faire et les uns et les autres, c'est-à-dire accompagner au mieux. Et on se rend compte que là aussi, ça demande des investissements. Je ne parle pas d'investissement financier, mais je pense de charge de travail et de charge mentale qui sont extrêmement importantes et qu'il faut bien évidemment soutenir. Voilà, grand merci. On vous dit au Mais revoir. je veux juste dire une chose, Ah, oui, bien sûr. l'OMS va sortir un guide, mais qui s'arrête presque à la sortie de l'hôpital, parce qu'en fait, ils veulent sortir, si j'ai bien entendu, un guide du suivi à haut risque de l'enfant vulnérable. Et je pense que ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup de suivis différents partout, surtout quand j'écoute. Mais c'est très intéressant que il y ait une recherche de suivi pour ces enfants-là, au moins dans les premières années de vie dans le monde entier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, c'était très intéressant d'écouter toutes Ouais, On les a trouvé expériences. aussi. on a trouvé aussi. Ouais. Merci beaucoup à Merci à tout le monde. Merci. Allez, au Bon revoir. après-midi Au et revoir. bonne journée, Madame Merci. Sartak. Au revoir. Oui. Au Au revoir. revoir.